Le 20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au sommaire. Polémique autour de la radiation de certains membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kitty, chef de la cellule de communication du parti, sera notre invité pour décortiquer le sujet. Installation officielle des comités nationaux des semences, des pesticides et des engrais ce jour au ministère de l'Agriculture. Nous en parlerons dans un instant. Pour l'extension de l'hôpital de zone d'Alada, le gouvernement a signé ce jour un contrat avec le cabinet japonais Architecte Endo Takeshi. Et puis en interactualité, la campagne présidentielle en Tunisie a démarré ce lundi. Ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Vous le savez, 4 personnes ont été radiées de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Après la publication du communiqué du parti, le parti aurait bien évidemment enregistré une vague de démissions. Qu'en est-il réellement? Pour le savoir, nous recevons pour vous Jules Léandre Kitty. Il est le chef de la cellule de communication de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir Fréjus. Eh bien, qui sont les personnes qui ont été radiées de votre parti et pour quelles raisons? Merci. Je voudrais, pour répondre directement à votre question, dire qu'il s'agit des sieurs Igor Alignon Bouko, il s'agit de Modeste Onigé, il s'agit de Olga Aïna et de Gabriel Aoudi, qui sont donc frappés de cette sanction de radiation de la liste des militants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est au détour d'une décision du bureau exécutif national signée de la présidente du parti, madame l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, décision en date du lundi 2 septembre 2019. Voilà. Donc ces personnes ont été radiées de la liste des militants UDBN pour faute lourde, entre autres choses, des comportements qui sont déviants au regard des tests qui régissent le parti et au regard des normes et principes universels qui régissent toute organisation. Imaginez-vous que vous soyez toujours membre d'un parti politique et que vous travaillez obstinément et contre tout conseil que les gens vous donnent, à détruire, à saper les bases du parti, à faire croire aux militants du parti que bon, ce parti s'en est fini pour ça, et puis surpris désagréablement par l'obtention par l'UDBN de son récépissé définitif. Ces messieurs et dames dont je viens de vous citer le nom ne sont pas prêts à arrêter de raconter ce qu'ils veulent sur les responsables du parti et sur les intérêts du parti, ce parti qui les a fait, ce parti qui leur a donné beaucoup d'opportunités. Et donc je pense qu'il était temps, et ça, il faut le rappeler, ça fait beaucoup de mois qu'ils sont dans ces comportements, au point d'aller contre les orientations du parti, au point de s'afficher dans d'autres formations politiques. C'est le comble. Et donc, beaucoup de militants mettaient cette pression-là aux dirigeants du parti pour dire « Mais comment vous nous demandez de respecter la discipline de groupe ?» Et depuis longtemps, ils s'en trouvent pour jouer les intouchables qui peuvent aller à gauche, à droite, dire des insanités sur le parti, faire des réunions secrètes pour enterrer ce parti, bon, encore qu'ils ne pourront pas le faire, la preuve, ils n'ont pas pu le faire, et pour enterrer le parti, et qu'on continue de les laisser. Eh bien, et dans là, un parti qui se veut sérieux, il ne faut pas continuer. Il s'agit de sanctions prises à l'encontre de gens qui travaillent à détruire le parti et de l'intérieur. Et puis, suite à cette décision, certains médias ont publié une liste de démissionnaires. Les 4 exclus ont-ils ainsi réussi à ébranler votre parti? Bon, je vous fais observer déjà que depuis, hein, et ça, Dieu sait fait ces choses, l'indulgence ou la patience dont la présidente du parti et les membres du bureau exécutif national ont fait montre pour montrer leur bonne foi, eh bien, ça a permis de savoir que pendant beaucoup de mois, ils n'ont pas pu empêcher le parti de vivre, ils n'ont pas empêché les militants de rester debout, fidèles, et de dire nous tenons à aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le parti peut donc mener ses activités normalement. Ils n'ont pas ébranlé le parti et ils ne pourront d'ailleurs pas le faire. Et d'autant plus que beaucoup de militants, femmes et hommes, jeunes surtout, sont sur le terrain et travaillent à mobiliser les gens
travaillent à démontrer de quoi ils sont capables pour montrer que c'est un parti véritablement national, grand au même titre et même plus que beaucoup d'autres partis, et qui peut engranger beaucoup de résultats. Et donc, cette sanction libère plutôt les militants. Parce que dernière question, Julien Titi, avec cette vague de démission, est-ce que l'UDBN est en crise ou pas? Non, je peux vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas reçu éducation à admettre ou à cautionner des incongruités. Quelqu'un qui est radié ne peut pas revenir démissionner. D'accord? Quelqu'un qui est radié ne peut pas revenir démissionner. Alors, parce qu'ils se sont comportés pendant des mois comme des gens qui ne sont même plus membres du parti. Et puis, parce qu'ils sont frappés d'une sanction maintenant, on s'empresse de sortir des documents pour dire que, bon voilà, on a démissionné. C'est complètement rigolo. Deuxième chose, en dehors des 4 que je vous ai cités, c'est un parti sérieux qui a bien fait ses investigations. Et ils vont coopter des signatures de gens inconnus au bataillon pour dire qu'on est nombreux. Donc, je pense qu'il y a, même quand ils sont arrivés là à la conclusion qu'ils ne peuvent pas déstabiliser le parti, ils ne veulent pas démordre, ils veulent continuer. En clair, mais le parti on considère... n'est pas en crise. Non, pas du tout. Quelles sont les perspectives de l'UDBN? Il n'y a pas de crise, ça il faut que les militants le sachent, et il faut que l'opinion publique le sache, parce que beaucoup de gens veulent savoir entre radiation, démission, qu'est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas de crise. Voilà qui est clair. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de malaise. De l'UDBN. Là, c'est simplement une sanction contre des militants qui se sont montrés indélicats. Les perspectives, c'est simplement que... En quelques mots. Oui, l'UDBN est focus sur les défis sur le terrain, la mobilisation, la redynamisation des structures du parti, l'assainissement des structures, pour que ce soit des militants sérieux, convaincus et respectueux des dispositions de la nouvelle charte des partis politiques, parce que c'est ça le credo des dirigeants, ce que beaucoup ne comprennent pas, parce que c'est un parti qui se veut sérieux et respectueux des tests, et aussi des tests qui régissent le parti lui-même. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour d'avoir répondu à notre l'invitation, et merci aux militants aussi qui ont suivi et qui doivent être rassurés et fiers de leur parti. Voilà. Merci. Eh bien, nous poursuivons cette édition. Le bloc républicain s'élargit dans la 6e circonscription électorale, laisse partir le Réveil et son président, Dansou Dossa, en rejoint donc ce samedi 31 août. Le parti du Cheval Blanc cité devant plusieurs autorités politico-administratives, mais aussi en présence de la population de Zinvier. Le point avec Frédéric Espoir Romambo et Fréjus Sondé Fiossi. Pour la circonstance, l'honneur a échu au conseil communal Noël Toffon, en sa qualité de président du comité d'organisation, de planter le décor. La présente cérémonie de déclaration portant sur l'adhésion librement consentie au bloc républicain de l'Est-Parti Le Réveil du président Dossa Dansou Félix s'inscrit dans la dynamique du regroupement de la flopée des partis politiques nés, créés après la conférence nationale en de grands ensembles tels que définis par la loi portant charte des partis politiques désormais en République du Bénin. À sa prise de parole, Félix Dansou Dossa trouve que c'est un jour particulier pour sa personne, mais aussi pour les populations de la localité de Zinvier, puisque, dit-il, cette adhésion au bloc républicain vient de ce qu'il reste préoccupé par le bien-être de ces populations. Chère population de Zinvier et environ, vous êtes mon souci permanent et c'est la raison pour laquelle surtout je me bats nuit et jour pour vous. Et comme la solution à ce souci réside dans le grand groupe politique dénommé Bloc républicain, je déclare donc ici mon adhésion totale et indéfectible et celle de mon ex-parti Le Réveil au Bloc républicain. Et Patrice Oussou-Guédé trouvera le nouvel adhérent et son parti comme des compagnons de route dans la quête du développement de la 6e circonscription électorale. Nous ferons le combat ensemble pour sortir la commune d'Abomey-Calavi, la 6e circonscription électorale et le département de l'Atlantique des griffes du sous-développement avec le soutien déjà effectif
du chef de l'État. C'est pourquoi Jean-Michel Abimbola, en sa qualité de président du Présidium du bureau politique du Bloc républicain, lance ce message à l'adresse des siens. Par votre acte de courage, vous décidez de faire chemin désormais avec le Bloc républicain qui s'enorgueillit à juste titre de vous compter dans ses rangs. C'est pourquoi je vous prie dès cet instant, militantes et militants républicains d'ici et d'ailleurs, au-delà de nos applaudissements, de considérer désormais nos nouveaux camarades comme des militants de vieille date. Cette adhésion vient agrandir le champ magnétique du parti pour qui l'avenir s'annonce radieux selon les initiateurs. La direction de la production végétale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé tôt ce matin à l'installation officielle des comités nationaux des semences, des pesticides et des engrais. C'était en présence des représentants de certaines institutions internationales et des directeurs centraux du MAEP et du secrétaire général du ministère représentant son ministre de l'Agriculture. Reportage Maury Arnaud Nonrouillon Agua et Fiacre Voitan. Les 3 comités nationaux institués par les règlements communautaires sur les semences, les engrais et les pesticides sont installés officiellement ce mardi. Ils ont tous reçu des mains du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche les tests de décrets et d'arrêtés et qui les formalisent. Dans le souci de mettre en place un arsenal juridique régional d'harmonisation des législations nationales en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments, ainsi que des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales, la gestion des pesticides et le contrôle de la qualité des engrais dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, l'UEMOA et le Suisse ont édité des règlements spécifiques. C'est à ces exigences que répondent donc le MAEP en installant ces 3 comités, à savoir celui national des semences, le comité national des engrais et celui des pesticides, plaçant ainsi notre pays à la tête des États membres ayant enclenché le processus d'harmonisation le plus tôt possible. Innocent Tougla rappelle ici les étapes franchies. La publication des règlements régionaux au journal officiel, l'adoption par le Conseil des ministres en sa session du mercredi 16 mai 2018 des 6 décrets d'application des règlements communautaires relatifs aux semences, engrais et pesticides et la prise de plusieurs arrêtés d'application, dont ceux nommant les membres des 3 comités. Tous ces efforts déployés traduisent la volonté du gouvernement de son Excellence, le Président de la République, à mettre en œuvre les règlements communautaires. Après avoir félicité les membres des 3 comités, le secrétaire général adjoint du MAEP leur a rappelé que la tâche ne sera pas facile avant de les renvoyer à leurs fonctions respectives. Je vous convie à faire preuve d'engagement, de responsabilité, de probité et de discernement dans le traitement de tous les dossiers qui seront soumis à l'examen des différents comités afin que de bonnes décisions soient prises dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais je ne doute pas de la qualité des hommes choisis pour animer ces comités. Rappelons que pour cette cérémonie d'installation officielle de ces 3 comités, le SGA du ministère avait à ses côtés le directeur de la production végétale et le coordonnateur du PROCAD. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale bénino-japonaise, le gouvernement béninois et le cabinet architecte Endo Takeshi ont signé ce jour un contrat pour l'extension de l'hôpital de zone d'Alada. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du ministère de la Santé en présence de l'ambassadeur du Japon près le Bénin et du ministre de la Santé. Ayat Guilefoe et Romain Belidji Devoshi pour le reportage. Précédemment, maître d'ouvrage de l'hôpital de zone d'Alada, la responsabilité de l'extension du même centre hospitalier est confiée au cabinet architecte Endo Takeshi pour l'amélioration du service sanitaire proposé à l'attention des populations de la zone d'Alada, Zé et Tofo. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, présent à la cérémonie de la signature de ce contrat, le choix d'un cabinet japonais est un satisfecit. Je ne peux que saluer
et encourage ce nouveau partenariat entre la société japonaise et le ministère de la Santé, qui ne figure plus dans une assistance traditionnelle, mais qui est un autre fruit des efforts indassables et de la réalisation remarquable de l'architecte. Monsieur le ministre, cet événement est un bon exemple de l'accroissement de l'investissement des sociétés japonaises au Bénin. Benjamin Rompati, ministre de la Santé et représentant du gouvernement, n'a pas manqué d'insister sur la mise à disposition de la population des infrastructures de qualité. Les infrastructures conçues et construites sous la direction éclairée du président-directeur général du cabinet architecte Endo Takeshi Associates sont d'une qualité reconnue par tous. C'est pourquoi je suis rassuré que le cabinet architecte Endo Takeshi saura une fois encore accompagner le gouvernement béninois à travers la réalisation des projets de construction de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. La dynamique induite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à travers le programme d'action de son gouvernement, dans le secteur clé de la santé, prend véritablement son envol. La signature de ce contrat, quelques jours après la fin du TICAD, auquel a pris part une forte délégation avec à sa tête le président de la République, M. Patrice Talon, est le signe marqué que la destination Bénin offre tout un potentiel pour les investisseurs japonais. Parlant de ce sommet auquel le chef de l'État a participé, des investisseurs et représentants de sociétés japonaises sont annoncés au Bénin pour novembre prochain. Le président du comité de pilotage du RAVIP, Jean Aholou, était ce lundi face à la presse pour faire le point de l'opération de délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet PEDEC. Laurent Kodjo-Tonenkes était à ce rendez-vous, suivant son compte rendu. Déjà 3 semaines consacrées à la délivrance des actes de naissance dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. Et c'est pour faire le point de cette opération lancée le 12 août et prolongée le 26 août dernier que Jean Aholou, président du comité de pilotage du projet RAVIP, était face à la presse dans la matinée de ce lundi 2 septembre 2019. 1 million de citoyens béninois ont déjà reçu leur acte de naissance après un constat fait sur le territoire national. 50 communes sur les 117 que compte notre pays sont sur le point de franchir la barre des 50% de délivrance. À la tête des 50 communes, il se révèle que la commune de Bopa réalise aujourd'hui un taux de 93% de délivrance d'actes de naissance. Une très belle performance. La commune de Bopa est suivie des communes des Agégués 92%, Zobodomé 119%, Agbanizou 118%, Koulekamé 114%, Kové 112% et autres. Par contre, 27 communes n'ont pas enregistré les mêmes performances. Nous sommes au regret de constater que certaines communes, parmi les communes qui enregistrent les faibles performances, se trouvent aujourd'hui en tête de cette commune, la commune de Cotonou, avec un taux de 4%. La commune de Cotonou, dans cette mauvaise performance, est suivie des communes de Porte-Nouveau 14%, Semenpodji 14%, Wassapenko 16% et Materi 18%. À cet effet, Jean Aholou appelle les autorités communales à mieux s'investir pour la réussite de l'opération à une semaine de la clôture. Pour nous, il est possible d'enregistrer le taux de 90% à l'échelle nationale. Si les acteurs locaux, c'est-à-dire les maires, avec leur conseil communal ou municipal, s'ils s'investissent aux côtés du gouvernement pour le succès de cette opération. Nous sommes à une semaine, puisque l'opération prendra fin le 9 septembre prochain, donc tout est encore possible. Les citoyens concernés par cette opération sont donc priés de se rendre dans leur arrondissement de naissance pour le retrait de leur acte contre 0 franc.
Interactualité dans cette édition, le 15 septembre prochain, 7 millions de Tunisiens seront appelés aux urnes pour désigner leur président. Ce lundi, la campagne a officiellement démarré. Reportage. Tout un pays face à son avenir. Le 15 septembre prochain, quelques 7 millions de Tunisiens seront appelés aux urnes. Un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 qui doit consolider les acquis démocratiques. L'élection d'un nouveau président, c'est un signe de démocratie. Bien sûr, le décès du président Essebsi fin juillet fait que le calendrier des élections va être inversé. On va élire un président le 15 septembre et une assemblée législative le 6 octobre. Alors que ce qui était prévu, c'était l'inverse. C'est important parce que le régime qui a été instauré par la Constitution de 2014 est un régime essentiellement parlementaire. Une avancée démocratique non sans incertitude au vu du nombre de candidats. Ils sont 26 au total à avoir lancé officiellement leur campagne lundi. Compliqué de se faire une idée des favoris puisque l'ISI, l'instance chargée d'organiser des élections, a interdit la publication de sondages pendant la campagne. Malgré ça, certaines enquêtes d'opinion circulent quand même. Chahed. À Tunis, il a posé les bases de sa future politique. Sécurité. Autre point fort de son programme, la sécurité. Après avoir délégué fin août ses pouvoirs, il souhaite créer une zone de libre-échange avec l'Algérie voisine et augmenter de 15% le budget de la sécurité, quelques heures après la mort d'un membre de la garde nationale et de 3 extrémistes armés lors d'échanges de tirs à la frontière algérienne. L'autre candidat le plus souvent mis en avant, c'est lui. Nabil Karoui, homme d'affaires, incarcéré depuis le 23 août dernier après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Malgré ce scandale, l'ISI a validé sa candidature. Pour son premier meeting, c'est son épouse, Salwa Smaoui, qui a assuré son rôle à contre-cœur. Aujourd'hui, je ne voulais pas de feu d'artifice, mais ce n'est pas grave, nous allons faire la fête, mais il y a un peu de tristesse, parce que je ne suis pas à ma place ici. C'est la place de Nabil Karoui. Il n'est pas présent avec nous aujourd'hui, mais il est présent dans nos cœurs. Des soupçons entourent cette incarcération. En effet, les soutiens de M. Karoui ont accusé Youssef Chahed d'en être l'instigateur. Pour cause, le gouvernement Chahed avait présenté une loi éliminant M. Karoui de la course, mais cet amendement, voté au Parlement, n'a pas été promulgué par Essebsi. Le Premier ministre a lui nié tout lien avec l'arrestation de M. Karoui, affirmant que celle-ci avait renforcé la popularité de cette personnalité médiatique en campagne depuis des mois, à coup d'opérations de bienfaisance, dont sa chaîne Nesma TV s'est largement fait l'écho. Le timing de cette arrestation impacte, perturbe le climat politique, mais celui-ci ne fait que prouver l'indépendance de la justice. Le chef du gouvernement ne nomme pas les juges, ne peut pas les révoquer et ne peut pas les muter. Ces pratiques sont terminées. Le nouveau système judiciaire est totalement indépendant. Le jour de l'arrestation, il y a eu des centaines de mandats d'arrêt. Le vice-président de la municipalité de Béja a été par exemple arrêté. Pourquoi personne n'en a parlé? Parce qu'il n'y a pas de télévision ou de personne pour le défendre? Très proche du parti sécuraliste Nida Tounes, qui avait servi de rampe de lancement à Essebsi en 2014, Karoui et Chahed apparaissent comme les deux figures fortes de cette élection tunisienne. Problème, cette lutte des clans favorise implicitement un autre parti d'inspiration islamiste, le parti Ennahda. Principale formation au Parlement, présente pour la première fois son propre candidat, le président par intérim de l'Assemblée, Abdel Fattah Mourou. Cet avocat septuagénaire, à la verve appréciée, porte l'habit traditionnel tout en prenant l'ouverture du parti. Autre candidat à surveiller, M. Zbidi, technocrate sexagénaire sorti de l'ombre après avoir été appelé au chevet d'Essebsi. Kaïs Sayed également, un universitaire indépendant, néophyte en politique, ou encore plusieurs anciens ministres et premiers ministres, comme Mehdi Joma, ex-chef d'un gouvernement de technocrates, ou Hamadi Jebali, un dissident d'Ennahda. Vous l'aurez compris, cette élection reste ouverte et restera probablement ouverte au second tour. Quoi qu'il en soit, ces élections doivent permettre à la Tunisie de poursuivre son processus démocratique qui a tenu bon malgré un malaise économique et social persistant et une situation sécuritaire difficile. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée chez vous.